Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à cette présente édition d'information de la mi-journée. Tout de suite, les titres. Définitivement le territoire sénégalais, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye visite les emprises militaires qui vont désormais servir l'armée sénégalaise. Nous irons l'accès du Ponty dans ce journal, un coin de paradis au cœur de Diamniadio selon les amoureux de l'environnement. La Grande Nuit du Conte a connu un grand succès à Dakar. Pendant toute une soirée, grands et petits ont rêvé et voyagé dans un monde imaginaire avec la complicité des conteurs venus du monde entier. Du sport final, basketball, Coupe du Sénégal Dames a vu hier la victoire de l'AS Ville de Dakar sur le Dakar University Club. Un véritable spectacle pour le public venu supporter les équipes. Et enfin, Keur Moussa a tenu sa fête patronale, moment de communion et de prière pour les fidèles. Les moines de Keur Moussa souhaitent construire une plus grande église pour recevoir les fidèles de toute la localité. Madame, Monsieur, bienvenue. Le président Bassirou Diomaye Faye visite les emprises militaires libérées par les forces françaises. Il s'agit des sites de Ouakam, Bel Air et de la Marine, des infrastructures qui feront l'objet de meilleurs usages, nous dit Oumar Nienga. Le camp G de Ouakam, première étape d'une visite qui tourne une page d'histoire, avec les symboles d'une souveraineté pleine et entière sur des installations militaires stratégiques. Ici, 35 hectares sont restitués au Sénégal. Au pas de charge, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, constate l'immensité d'un camp militaire doté de toutes les commodités. L'emprise, occupée depuis 1920 par la France, est désormais sous cantonnement du Sénégal. C'est une zone essentiellement une zone d'hébergement, d'habitation, puisqu'au total, nous avons 54 villas, 92 appartements, et 168 chambres doubles. Donc, qui donne une excellente capacité d'hébergement, éventuellement pour les forces de défense et de sécurité. Il est organisé en zone pavillonnaire. Un peu plus loin, les immeubles, au total, nous en avons 8 immeubles, et chaque immeuble, il y a 12 appartements, qui sont de niveau F4, F5. Nous avons au niveau, là où nous sommes exactement, nous avons cette partie-là qui est la zone récréative de restauration où nous avons la cuisine, une grande salle de restauration, une salle de fête. Et juste derrière nous, c'est la partie technique où nous avons l'ensemble des services techniques qui sont concentrés, y compris le service médical, le centre médical interarmé qui était là, mais aussi un poste de secours des sapeurs-pompiers qui étaient là, qui participaient dans le cadre de la lutte contre les incendies. Monsieur le Président, nous avons sur le front de mer cet espace qui n'est pas occupé, qui a été maintenu en cet état, mais également une zone qui sert aussi d'exitoire des eaux de pluie. Puisque voilà, il faudrait comprendre que le camp sert aussi de zone de transit, d'évacuation des eaux, notamment de la cité qui existe derrière, notamment dans le cadre du plan d'assainissement. Après Ouakam, direction la cité Saint-Exupéry. Ici, même constat, des logements libérés par des éléments français, ainsi qu'une vaste zone de stockage de carburant et autres matériels militaires. La visite dynamique s'est poursuivie au quartier Proté qui jouxte la Marine nationale, avec le même dispositif constitué de zones résidentielles, lieux récréatifs et bâtiments à usage de bureaux. C'est la nouvelle doctrine de coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité qui est ainsi affirmée. Le but de l'exercice était plutôt pour avoir une idée de l'affectation à venir en ayant une correcte appréciation du potentiel des emprises qui sont libérées, tenant compte évidemment des besoins de relocalisation des forces de défense et de sécurité dans leurs différents segments, mais tenant compte aussi de l'orientation de notre politique de développement. Il faut retenir que ces bases-là ont été tenues pour certaines depuis plus d'un siècle.
Et pendant tout ce temps-là, malgré la congestion des forces de défense et de sécurité dans les différents sites, nous nous en sommes passés malgré nous. Maintenant que le Sénégal affirme fièrement sa souveraineté sur l'intégralité du territoire national, nous entendons en faire le meilleur usage qui correspond à l'orientation retenue dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. La restitution de ces emprises, fruit d'un dialogue bilatéral fondé sur le respect mutuel, ouvre ainsi une nouvelle ère de coopération stratégique recentrée sur la formation et le renforcement des capacités nationales. Et le ministère Tidiane Dièye au chevet des populations touchées par les inondations dans la commune de Tambacounda. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a évalué l'ampleur des dégâts. Après une rencontre avec les familles impactées, il a annoncé l'installation prochaine de digues afin de réduire le débit du cours d'eau et prévenir de nouveaux débordements. Tidiane Cissé. C'est une visite qui intervient quelques jours seulement après les inondations qui ont touché plusieurs quartiers de la commune de Tambacounda. Dépôts, abattoirs, ponts. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a sillonné ces différents quartiers pour évaluer l'ampleur des dégâts et rencontrer les familles sinistrées. Je suis venu ici à Tambacounda ce matin au nom de M. le Président de la République et de M. le Premier ministre et de tout le gouvernement pour rendre visite à nos compatriotes de Tambacounda, leur apporter le soutien et la solidarité des plus hautes autorités et de tous les gouvernements, nous mettre à leur côté. Sur le terrain, Dr Cheikh Tidiane Dièye a également visité les infrastructures de franchissement situées sur le lit du Mamakunda. La plupart de ces ponts ont été obstrués par des déchets, contribuant ainsi à aggraver les inondations. L'une des raisons les plus évidentes ayant causé ces débordements du Mamakunda, c'est justement les obstructions. Les obstructions par les déchets qui ont été charriés depuis l'amont jusqu'à ici, mais également par les déchets domestiques. Il y aura dans les prochains jours du travail qui sera fait sur le cours pour élargir un certain nombre d'espaces de zones pour renforcer les capacités d'écoulement du cours d'eau, enlever tout ce qui est déchets et les amener loin d'ici. Parmi les solutions envisagées, Dr Cheikh Tidiane Dièye a évoqué la construction de digues afin de mieux canaliser les eaux et prévenir de futures crues. On va travailler à faire des digues. Et les digues qui seront réalisées vont retenir de l'eau. Et cette eau-là retenue en amont pourra être utilisée même pour des aménagements agricoles, pour le maraîchage et autres. Avant de quitter Tambacounda, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a lancé un appel aux populations sinistrées, les invitant à prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter d'être à nouveau victimes d'éventuels débordements du Mamakunda. La rubrique environnement nous amène au lac Sébi-Ponty. Cette merveille, serait-on tenté de dire, qui juxtapose la sphère ministérielle de Diamniadio, est un héritage colonial admiré par les populations riveraines. Mais à ce jour, le lac fait l'objet de plusieurs agressions et menaces. Les acteurs plaident pour sa préservation et sa valorisation. Le lac Sébi-Ponty, une merveille au cœur de Diamniadio, signé Ibrahima Pabidjedjou. Situé derrière l'université Amadou Mahtar Mbow et le stade Abdoulaye Wade, ce lac est la seule merveille naturelle à proximité de la sphère ministérielle de Diamniadio. C'est un magnifique site que nous avons l'habitude de visiter. À une certaine période de l'année, quand le niveau de l'eau baisse, nous avons énormément de pélicans qui viennent ici parce que les poissons deviennent plus accessibles. Nous avons un club de randonnée et qui ont fait des aménagements pour que les gens puissent venir s'asseoir, se distraire. Administrativement, on le nomme le lac Sébi-Ponty, mais les autochtones le surnomment barrage. Le nom barrage date du temps des colons. À l'époque, la zone était confrontée à un problème d'eau. Cet endroit était un point bas, toutes les eaux de pluie se croisaient ici. Constatant cela, le colon a érigé un barrage ici pour mieux maîtriser l'eau pour ses besoins. Cette petite construction que vous voyez à l'intérieur de l'eau était équipée en pompe. Et de là-bas, l'eau est pompée pour être dirigée vers l'usine de traitement, puis envoyée à l'école William Ponty pour plusieurs usages domestiques. Ce quartier fut appelé aussi barrage. Il comptait à l'époque 5 maisons. Plus les années passent, plus le temps se rétrécit.
À ce jour, il fait l'objet de plusieurs menaces. La première menace, la zone industrielle. Parce que nous ne pouvons pas savoir à quel moment ils peuvent déverser des déchets ou non. À part, surtout que les émanations de leur cheminée déjà polluent toute l'atmosphère de Diamniadio. Nous avions eu même écho qu'il y avait des gens qui détenaient un titre foncier qui avait impacté le lac. Il y a 2 ans, des gens sont venus ici faire des remblais autour du lac. Mon inquiétude, c'est le fait que l'Aprosi veuille que vaille, remblayer ce lac-là. Parce que là, nous sommes intervenus pour arrêter le remblaiement de ce bassin-là. Vu son potentiel écotouristique, les riverains plaident pour sa préservation et sa valorisation. Cet espace naturel, resplendissant, qui permet aux gens de Diamniadio de respirer, que l'État au moins en fasse une réserve naturelle. Qu'on arrête les lotissements, les dessèchements d'eau et les hangars qui sont construits dessus. Le site qui va accueillir les JO qui sont là derrière nous. Bon, on ne sait pas s'il y aura des épreuves aquatiques, mais ils risquent d'avoir les mêmes problèmes que les Français durant les Jeux Olympiques. Parce que s'ils ne prennent pas des dispositions et que le lac est contaminé, ils ne pourront pas y faire des épreuves. Donc il faut qu'ils anticipent cela. Ça peut être valorisé pour faire du canoë-kayak, de l'aviron. C'est un grand espace d'eau. Et même après les Jeux Olympiques, pourquoi pas la fédération de canoë-kayak puisse venir ici encadrer les jeunes de Diamniadio. Cet environnement-là, cet écosystème-là pouvait être valorisé. On pouvait même avoir ici des éco-gardes, n'est-ce pas? Ça entre dans la création d'emplois. La préservation de ce lac avait fait l'objet de discussions entre les différents acteurs, mais hélas. Les instructions qui ont été données par le gouvernement de l'époque, c'était Alassane Sall, de mettre sur pied donc une sorte de task force qui allait normalement rassembler les techniciens de la commune et ceux de l'Aprosi pour qu'ensemble on essaie de voir comment faire pour mettre en place un plan de gestion concerté ou bien un plan d'aménagement concerté qui tienne en compte les réalités du bassin de rétention. Ce comité n'a jamais vu le jour. Les gens ont continué à remblayer et à affecter ces assiettes-là aux industriels. Fortement polluantes. Au-delà de la menace que cela représente sur ce bassin-là, sur les eaux du bassin de rétention et les espèces qui se développent là-bas. L'ANA avait ensemencé le bassin, il y a des poissons là-dedans. Malgré tout, ces acteurs gardent espoir de voir ce site valorisé au grand bonheur des populations. Et le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a effectué une visite de terrain à Matam. Il s'est rendu dans plusieurs périmètres agricoles et a tenu un conseil régional de développement durant lequel les acteurs des 2 secteurs sous sa tutelle ont listé des requêtes afin de faire de Matam un futur pôle agricole dynamique. Mansour Dia. Lors de cette visite, le ministre a mis en lumière le casier risicole de Kobilo dans la commune de Bokidjawe. Le site de 740 hectares, alimenté par un champ solaire de 1000 volts, bénéficiait directement à 1067 ménages, incluant plus de 1800 femmes. Sa gestion exemplaire en fait le lieu parfait pour lancer de nouvelles initiatives agricoles. Lancez ici le concept de allotracteur. Vous avez tout pour le faire. Vous avez plus de 1000 hectares. Les producteurs sont là, ils ont le besoin. Nous allons vous affecter 2 moissonneuses, 2 allotracteurs, vous accompagner pour avoir la première station de allotracteur du Sénégal. Les producteurs pourront ainsi contacter au téléphone le comité de gestion pour demander l'accès aux équipements selon leurs besoins. Des doléances ont été également soumises à l'autorité pour un avenir prometteur de l'activité. Remercier l'État, féliciter la SAED aussi, qui est toujours auprès de nous. C'est pourquoi j'avais dit à la salle, renforcer les moyens de la SAED, c'est faciliter aux producteurs d'accéder, parce que tous nos problèmes, nous venons auprès de la SAED. Donc, s'ils ont ces moyens, nous n'aurons pas de problème. Nous souhaitons aussi qu'il y ait extension, parce que nous avons la terre et la population active, de faire une extension pour afin augmenter les et puis nous le pouvons, parce que nous avons plus de 1000 hectares ici. L'autre souhait évoqué par le ministre est d'unir agriculteurs et éleveurs
pour la promotion de la culture de l'aliment de bétail dans la zone. Ils vont signer un contrat de partenariat pour explorer les possibilités de cultiver de l'ensilage de sorgho et de l'ensilage de maïs en contre-saison. Sur 400 hectares, si on peut avoir 25 tonnes à l'hectare, c'est 10 000 tonnes. Même si les éleveurs de Matam prenaient les 5 000 tonnes et que l'ensemble des éleveurs du Sénégal se partagent les autres 5 000 tonnes, ça devient un cas d'école. Avant l'ultime étape de Kobilo, la délégation ministérielle s'était rendue au casier risicole de Bou à Ouro-Sidi. Un CRD à la gouvernance et une descente à la société d'intensification de la politique agricole SIPA de Tchembe étaient également au programme de cette visite. Et nous revenons dans ce journal sur les conclusions du dialogue national. S'il y a un point sur lequel tous les acteurs se sont mis d'accord, c'est la pléthore de partis politiques au Sénégal. Plus de 300 pour un pays de 18 millions d'habitants. Conséquence, à chaque échéance électorale, c'est des milliards décaissés par le Trésor public pour l'organisation, souvent pour des partis qui ne font pas forcément le poids. Ibrahim Ondong nous fait ici le point tout de suite dans le dossier du jour. Ils poussent comme des champignons. Un éventail de partis politiques dont la plupart n'existent que de nom. Les statistiques renseignent sur l'existence de plus de 300 formations politiques. 386 pour être précis. Conséquence, en cas d'élection, nombreux sont les partis qui se retrouvent avec des résultats insignifiants. Leur rationalisation, une nécessité, mais comment y parvenir? Respecter la Constitution qui garantit la liberté d'association. Parce qu'il ne faut pas remettre en cause la liberté d'association. Le parti politique est d'abord une association, mais ensuite faire de telle sorte que les partis qui se créent quand même puissent être des partis sérieux. Mais il faut qu'on puisse réfléchir sur les modalités d'élection. C'est-à-dire que quels sont les mécanismes contraignants, impactants, sur lesquels on doit activer pour qu'il y ait donc des candidats sérieux, crédibles, qui peuvent concourir au suffrage universel. Un sérieux et une crédibilité qui font défaut. Le toilettage de l'écosystème s'impose donc, et pour cela, des mécanismes ne manquent pas. Le mécanisme central devrait être articulé autour de l'arbitrage du peuple. Et cet arbitrage n'est possible qu'à travers une élection. À l'issue d'une élection, si vous n'avez pas un certain pourcentage de résultats, eh bien, de fait, vous êtes exclu. C'est dans cette dynamique que le parrainage a été institué, mais qui semble, hélas, atteindre ses limites. Le parrainage était un outil, mais le parrainage pose des difficultés pratiques sur lesquelles il faut travailler. Je pense qu'il y a énormément de propositions. Si on améliore ce système-là, ça devient un système de filtre. On peut avoir des centaines de partis, mais au sommet, avoir 2, 3, 4, 5 partis. C'est une question d'organisation, de classification et de catégorisation. Vous avez la Fédération de football du Sénégal, qui va bientôt se réunir, mais qui est composée de plusieurs catégories. Mais tout le monde ne joue pas le championnat national. La révision constitutionnelle de 2016 avait pourtant permis de prendre en compte beaucoup de paramètres. Mais la non-application de la loi fait défaut. Organiser la programmation et ce qui est attendu des partis politiques. Par exemple, la citoyenneté. Sur quoi? Sur beaucoup de choses. Sur le drapeau, l'hymne national, les biens publics, les autorités, l'autorité du président de la République, l'autorité ministérielle, l'autorité du magistrat, les forces de défense. Quel comportement du citoyen par rapport au rapport de défense? Quel comportement de forces de défense par rapport aux citoyens? Mais quels sont les partis qui sont en phase avec la loi? En tout cas, sur les 386, moins de 20 remplissent les conditions. Pourtant, la loi est claire. Chaque parti doit déposer son état financier chaque année auprès du ministère de l'Intérieur. Depuis que le PASTEF existe, les états financiers de PASTEF
sont déposés au ministère de l'Intérieur chaque année. La règle qui veut que les partis politiques ne soient pas financés par l'extérieur est une règle de sécurité publique, de sécurité nationale. Il ne faudrait pas que des étrangers intentionnés par de mauvaises actions soient amenés à passer par des Sénégalais qui sont financés pour déstabiliser l'État. Si l'État ne finance pas les partis politiques, l'État ne pourra pas contrôler les financements acquis par les partis politiques. Par contre, si on vous verse de l'argent public, la Cour des comptes ou d'autres structures de contrôle de l'État pourraient vérifier l'utilisation de ces fonds-là. Parler des partis politiques sénégalais, c'est aussi convoquer l'histoire avec le parti unique qui a connu une évolution en 1974 pour donner naissance au PDS de Maître Abdoulaye Wade, avant d'aboutir au multipartisme intégral au début des années 80. Abdou Diouf, dès 1981, disait que Jaka Diangini note. Mais après, les partis se sont démultipliés, véritablement, il faut le dire, en 2000. En 2000, puis en 2012. Aujourd'hui, il urge d'assainir l'écosystème politique sénégalais. Là-dessus, les conclusions issues du dialogue politique permettront de prendre les mesures qui s'imposent. L'objectif est de factoriser par ln de 1 tous les partis considérés comme poids plumes. Et nous nous intéressons maintenant à la dernière parution du professeur agrégé Abdoulaye Sakho. L'ouvrage de 300 pages intitulé « Droit de la gouvernance d'entreprise » revient sur les règles juridiques et les enjeux pratiques. Et c'est avec Dame Silla. Cet ouvrage, le professeur Abdoulaye Sakho offre une synthèse claire et originale du droit de la gouvernance d'entreprise, combinant règles juridiques et enjeux pratiques. Il décrypte la réception des normes internationales par le système juridique interne dans la perspective d'une gestion transparente et équitable des structures publiques et privées. Le professeur Abdoulaye Sakho a tenté d'informer, a tenté de sensibiliser, a tenté de vulgariser le cadre que nous avons et a tenté de produire un ouvrage qui puisse permettre d'accompagner effectivement les entreprises vers le développement. Dans l'ouvrage, l'auteur adopte la méthodologie du droit économique, articulant les règles juridiques au contexte qui les ont inspirées, éclairant leur application et leur impact. La manière dont on gérait l'entreprise était presque une circonstance indifférente. Les gens ne s'en préoccupaient pas. Mais aujourd'hui, plus on avance, plus on se rend compte que le consommateur lui-même, il devient exigeant en matière de gouvernance. Et puisqu'il devient exigeant en matière de gouvernance, cela influe sur le mode d'organisation d'une entreprise. Et de ce point de vue-là, la gouvernance redevient un outil central pour la performance de l'entreprise. Outil d'aide à la décision et référence académique, l'ouvrage contribue à l'émergence d'un droit global, nouveau champ de recherche dans les sciences sociales. Son style accessible en fait un guide précieux pour comprendre les mécanismes juridiques et opérationnels de la gouvernance. Cette question de l'argent, elle était centrale. Il fallait faire une entreprise pour des résultats financiers, faire une entreprise pour augmenter la valeur de l'action de la société. Mais depuis quelques années, on se rend compte également qu'on assigne à la gouvernance d'autres objectifs, d'autres finalités. Et des finalités liées à quoi? À des objectifs sociétaux de la société. La parité, par exemple. On peut l'environnement. On peut pousser jusqu'à leur demander des choses qui sont quasiment impensables il y a quelques années. Pour rappel, Abdoulaye Sakho est un professeur agrégé en droit privé, spécialiste du droit des affaires, du droit économique et du droit du sport, chercheur au consortium de la recherche économique et sociale et directeur de l'Institut EDG, École de droit, gestion et économie, entre autres. Je vous en ai parlé dans des titres. La Grande Nuit du Conte, organisée au Grand Théâtre, a tenu en haleine le public. Une soirée remplie de rêves et d'histoires qui ont fait voyager l'imagination du public. Mariama Bari vous plonge dans ce reportage dans bien des souvenirs. À l'heure du crépuscule, vers l'arrière-cour du Grand Théâtre de Dakar, autour de petites tables rondes garnies notamment de calebasses, se sont réunis des passionnés du conte, attendant la grande nuit du conte.
Un moment particulier pour les enfants, venus notamment en famille. Donc je me suis dit que ça pouvait être quelque chose d'intéressant pour les enfants. On m'a invité à venir et j'ai pas dit non parce que je veux découvrir plein d'histoires de l'Afrique, de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. Ça me rend très contente. Ce genre d'événements me font du bien. Des conteurs sénégalais et ceux venus d'autres pays d'Afrique comme le Cameroun ou encore la Côte d'Ivoire ont fait leurs prestations sous le regard d'un certain nombre de personnalités. Après ces prestations qui se rapportent au thème « Comptons les valeurs, comptons le civisme, comptons l'Afrique ». Monsieur Gueye, initiateur de cette activité, explicite le choix du thème. Faisant cette soirée, nous avons dit qu'il faut que les gens identifient les valeurs à partir desquelles on peut construire un citoyen dont le civisme se mesure au quotidien. Et ce citoyen-là ne peut avoir pour modèle que l'Afrique. Les autorités ont aussi abordé l'importance de cette initiative pour les enfants. Les enfants, c'est de la matière qu'il faut construire. Les voir, venir, écouter, recevoir cette forme de transmission, c'est aussi construire les citoyens de demain. Les séances de spectacle achevées, la soirée est terminée et les invités ont commencé à se retirer peu à peu, après un moment de détente et d'instruction. Et à l'heure de streaming et des playlists numériques, Hassan Khan, disquaire, reste fidèle au vinyle ancien. Un choix assumé pour préserver la chaleur et l'âme d'une musique oubliée. Depuis des années, il allie passion et business en faisant tourner les vinyles dans sa boutique. Voyage au cœur de ces belles sonorités, c'est tout de suite avec Hawa Abidjam. Une mélodie d'un autre temps, confiée au tourne-disque pour renaître. Cette boutique loin du décor habituel nous transporte dans les époques révolues grâce à sa spécialité, la vente de disques vinyles anciens. Un vinyle, c'est un support pour écouter de la musique comme les CD, mais c'est différent avec un CD. Parce qu'il a une longévité de presque toute une vie, quoi, si c'est bien conservé. Avec le vinyle, c'est comme un orchestre devant vous qui joue, si vous écoutez. Si vous avez vraiment des bons enceintes, une bonne platine, ça n'a rien à voir avec ce que les gens écoutent maintenant. Cette passion pour les disques anciens, Hassan la cultive depuis des années. Dans les années 98, j'ai commencé ça en vendant des cassettes et des CD. Au fur et à mesure, en 2000, j'ai commencé à avoir quelques vinyles achetés. Parce qu'il y avait des clients qui passaient qui me demandaient ça. Notre dernière retrouvaille, c'est ça. Une belle collection de jazz du très haut niveau. À travers ces différentes variétés de vinyles, chaque coin de cette boutique raconte une histoire, chaque disque une époque. Il y a des musiques, je les vends, je les écoute, je les aime, mais je n'étais pas encore né. Je n'étais pas encore né, mais je sais que dans les années 50, comme ça, 40, des vinyles existaient, quoi. La musique sénégalaise en vintage est très demandée. Tout ce qui est Star Band, Number One, Orchestra Baobab, le Sahel, vous les voyez déjà. C'est des trucs, c'est des collecteurs. Dans cette boutique, le temps ne s'arrête pas, il tourne au rythme des vinyles, un retour dans le passé pour le grand bonheur des nostalgiques et des amateurs de vintage, à une époque où le numérique a pris le dessus. Et du sport basketball féminin, l'AS Ville de Dakar a remporté la finale de la Coupe du Sénégal. Elle a battu le Dakar Université Club par 61-55 au bout d'un match très disputé au Stadium Marius Ndiaye. Le parrain, le président de l'Assemblée nationale, Malik Ndiaye, a rehaussé de sa présence cette finale. Koumba Diakhaté-Mar. Le trophée est un chèque de 4 millions de francs CFA remis à la ville de Dakar par le parrain de cette finale, le président de l'Assemblée nationale. L'ASC Ville de Dakar remporte ainsi haut la main cette prestigieuse Coupe du Sénégal
Une victoire acquise au bout d'un match très serré. Le premier carton démarre avec beaucoup de rythme, mais l'adresse n'était pas au rendez-vous de part et d'autre, même si la ville de Dakar domine légèrement. Et Khady Faye permet à l'équipe dakaroise de l'emporter 14-9. La domination change de camp au deuxième carton. Les Duchesses, portées par Adama Somb, se réveillent. Son tir à 3 points permet au Duc d'être à égalité avec Ville de Dakar. Moins d'une minute après, elle bénéficie de lancer franc et donne l'avantage à son équipe pour la première fois dans ce match, 18-16. La confiance s'installe chez les étudiantes. Encore elle, Adama Somb. Le match s'emballe. Ville de Dakar mise sur les lancers francs pour revenir avant. Mi-temps, le Duc mène par 4 points d'écart. À la reprise, Ville de Dakar tente de prendre les choses en main, mais c'est sans compter avec l'adresse de Sabine Diédhiou sur la ligne des 3 points. Les deux équipes se tiennent au coude à coude. Et le Duc reprend l'avantage grâce à Ndeye Awa Kébé, 41-39. Ville de Dakar et Duc n'ont pas pu se départager à la fin du troisième carton. Score 41 à. Quatrième carton, Ville de Dakar sort le grand jeu et le Duc craque en toute fin de partie sous le regard impuissant de ses supporters. Les Dakaroises, elles, déroulent et finissent par l'emporter. L'ASC Ville de Dakar réalise ainsi son deuxième grand chelem d'affilée sans défaite. Elle est parvenue à tirer son épingle du jeu dans ce match. 4 trophées, notamment dans le dernier carton, le bon item. Et vous aurez une fin d'après-midi très sportive. Vous pourrez suivre ce soir à 18h sur la RTS2 la finale de la Coupe du Sénégal de basket chez les hommes entre l'AS Ville de Dakar et l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et à 18h30, il y aura la finale de la Coupe du Sénégal de football en direct, cette fois-ci sur la RTS1. L'affiche opposera le Djaraf à Génération Foot. Voilà donc tout de suite le journal des régions. Et nous allons à Kaolack pour parler de la prise en charge sanitaire. Les professionnels de la santé lancent l'alerte sur la forte prévalence du diabète et de l'hépatite B. Plus de 3100 malades sont suivis au centre de diabétologie de l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass. 69% des consultations gastro-entérologie sont porteurs du virus hépatite B. Pour éviter ces maladies, plusieurs recommandations ont été formulées par les praticiens de la santé. Tout de suite avec Salusek. Au menu de cette rencontre, la situation alarmante de la prévalence du diabète à Kaolack. L'étude STEPS qui a été publiée récemment montre que la prévalence au niveau de Kaolack, de la région de Kaolack du diabète, est supérieure à la prévalence au niveau national. On a 3120 malades diabétiques qui sont suivis au centre de diabétologie de l'hôpital Kaolack. Et les sociétés savantes on dit qu'à chaque fois qu'il y a une personne diabétique qui est diagnostiquée, à côté il y a une autre personne diabétique qui n'est pas diagnostiquée. Ça montre qu'on a plus de 8000 personnes qui sont diabétiques et qui sont dans la nature. Une situation préoccupante causée par plusieurs facteurs. Il y a le mode de vie parce que les gens mangent trop gras, trop sucré, trop salé et on ne fait pas d'activité physique. À Kaolack, avec les taxis, les vélos Jakarta et tout, la population ne bouge pas. Avec une petite distance, tu préfères prendre un taxi ou un vélo Jakarta au lieu de marcher. Autre problème de santé publique dans la capitale du Saloum, l'hépatite B. 69% de nos malades qu'on voit en consultation gastro étaient venus pour un portage du virus de l'hépatite B, dont 7% étaient déjà au stade de complication, c'est-à-dire au stade de maladie hépatique grave. Donc soit une cirrhose ou bien un CHE. Donc ce qui veut dire que c'est une maladie qui est extrêmement prévalente à Kaolack, surtout en hépatogastro-entérologie. Pour sa prévention, les populations sont invitées à faire le dépistage pour savoir le statut sérologique. C'est une maladie qui dispose d'un vaccin qui est efficace à plus de 99%. Maintenant, la population, les gens n'ont pas l'habitude de se faire dépister. Et tant qu'on n'a pas fait le dépistage, on ne peut pas se prononcer sur son statut sérologique. Donc, tout un chacun devrait savoir son statut et éventuellement faire une vaccination pour une protection durable. Cette rencontre fait suite au congrès du réseau Métabolisme, Diabète et Nutrition du Sénégal
Une occasion pour ces professionnels de santé de partager les dernières recommandations sur la prise en charge du diabète. Nous quittons Kaolack pour le sud du pays. Inauguré en 2007, le lycée de Djibok est dans un état de délabrement avancé. Des images pas très jolies à voir, difficile de travailler dans de pareilles conditions. Les autorités de l'école lancent un cri du cœur pour la rénovation et l'extension de l'établissement. Michel Mendy. Situé à Djibok, un quartier périphérique de Ziguinchor, le lycée El Hadj Omar Lamine Bachi a ouvert ses portes en 2004. À chaque rentrée scolaire, l'école reçoit près d'un millier de nouveaux élèves venus des localités environnantes. Nous sommes à 2045 élèves. Les CM polarisés, les CM de Goumel, les deux Kandé, il y a comme encore Kandjalan, il y a les enfants de Boutout, les élèves viennent même jusqu'à Boulomé. Inauguré en 2007, les bâtiments présentent déjà des signes d'usure, des murs fissurés et des toits qui sointent. Malgré le coup de peinture réalisé récemment, les stigmates sont toujours visibles. À commencer par le bloc administratif, là où nous sommes, vous avez vu même le mur de la tour des toilettes est fissuré. Moi, celui-là, c'est pas quand ça peut tomber même. L'établissement, bâti sur une superficie d'un peu plus de 2 hectares, comporte 39 classes pédagogiques et 30 salles de cours. En début d'année scolaire 2024-2025, nous avons perdu pratiquement un mois parce qu'on ne pouvait pas regagner ces salles-là. Il y a certains classes de seconde cette année qui dépassent les effectifs de 75, 76. En début d'année même, on était à 80. L'idée d'un éventuel effondrement n'est plus à écarter depuis quelques années. Au moindre bruit, en plein cours, c'est le sauve-qui-peut pour les élèves. En plein devoir départemental, on a entendu un bruit. L'électricité qui saute, c'est la débandade totale. Certains sautent même du premier étage pour se sauver. On avait assuré aux élèves que, par exemple, avant l'ouverture, le bâtiment sera rétabli. Mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Jusqu'à présent, on n'a rien vu. Ce serait clair que pendant l'ouverture, il y aura un grand problème. Une psychose bien ancrée qui affecte la quiétude des élèves et qui se reflète sur les résultats. Les élèves ont la psychose, la hantise que ce bâtiment peut s'écrouler à tout moment. Donc, inutile d'être expert pour comprendre que ça va dépendre négativement sur les résultats. Dans cet établissement, les élèves sont répartis dans 4 séries L'1, L2, S1 et S2. Pour l'examen du baccalauréat de cette année, l'école a enregistré un taux de réussite de 39,28%. Et la communauté Saint-Benoît de Kermoussa a célébré sa fête patronale située entre les communes de Kermoussa, km 50, et Keur-Guilaï. Les membres de cette communauté s'activent à la construction d'une église capable d'accueillir tous les fidèles de la localité. L'appel est lancé et c'est avec Fatimata Vanelba. C'est dans la ferveur religieuse que la communauté Saint-Benoît de Kermoussa a célébré sa fête patronale. Dans la cour de la chapelle du monastère s'est tenue une messe durant laquelle le curé de la paroisse est revenu sur l'amour du prochain et l'importance de suivre la voie du Seigneur tracée par le Christ. La première lecture nous rappelle que la parole n'est pas au-delà des mers. Pour que tu dises qui se rendra au-delà des mers, nous la chercher. Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique. Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. La communauté Saint-Benoît de Kermoussa fait partie de la paroisse de Pout. Elle a vu le jour par la volonté des moines de Kermoussa de créer pour leurs employés les possibilités de vivre pleinement leur foi. Depuis lors, cette communauté n'a cessé de s'agrandir et à ce jour, elle compte plus de 300 000 familles réparties entre Kermoussa, km 50 et Keur-Guilaï. Aujourd'hui, la chapelle étant trop petite, ses membres projettent de construire une église plus grande. Nous avons mis en place ce projet de construction qui qui exigera de nous beaucoup d'énergie et aussi des ressources financières énormes parce que ça s'élève à 193 millions. Alors, nous nous organisons à l'interne pour trouver les fonds, mais aussi nous cherchons, là où c'est possible,
de pouvoir donc engranger beaucoup d'argent afin de pouvoir réaliser ce projet qui nous tient à cœur. Ainsi, la fête patronale est l'occasion de rechercher des partenaires et des donateurs en vue de la réalisation de cette église d'une capacité de 1000 places pour un coût de 193 millions de francs CFA. Madame, Monsieur, donc merci de votre aimable attention. Retrouvez tout de suite après Adjaratou Ramaboy pour l'édition en Wolof. Quant à moi, je vous souhaite de passer d'excellents moments sur la RTS. Bonsoir. Il est jeune, il a une belle plume. C'est pas la première fois qu'il écrit, mais c'est la première fois qu'il s'essaie au roman et ça a fait du bruit. Le dernier des arts. Farindao est ingénieur évoluant dans le secteur du pétrole. La question qui se pose est comment cet ingénieur géologue s'est converti en romancier. La lecture, elle enrichit le cœur, elle enrichit l'esprit. De la même manière que nos organismes ont besoin de nourriture et de nutriments, indéniablement Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop. Parce que c'est le livre qui a fait de moi un Africain. Le dilemme en politique est évoqué dans le dernier des arts. Quel est le message que vous avez voulu faire passer? Que la vie est infiniment plus complexe qu'on ne le pense, que les choses ne sont pas aussi simples qu'on le dit, qu'il n'y a pas des gens tout blancs d'un côté, tout noirs de l'autre, et que sans doute la vie est une nuance de gris, comme dirait l'autre.